Imaginez que vous êtes neurochirurgien, vous avez 36 ans, vous êtes à la fin d'un marathon épuisant de 10 ans de formation médicale, vous êtes brillant, respecté, et l'avenir s'ouvre devant vous comme une autoroute dégagée. Vous avez tout planifié, la carrière prestigieuse à Stanford, la grande maison, les enfants, la retraite paisible après avoir sauvé des milliers de vies. Et un jour, vous regardez un scanner thoracique. C'est votre métier, vous en avez vu des centaines, sauf que celui-ci, c'est le vôtre. Et ce que vous voyez sur l'écran, ce sont des poumons envahis par des tumeurs, une colonne vertébrale rongée par le cancer. En une fraction de seconde, l'avenir que vous aviez mis 36 ans à construire s'évapore. Il n'existe plus. C'est exactement ce qui est arrivé à Paul Kalanithi, l'auteur du livre dont on va parler aujourd'hui, Quand le souffle rejoint le ciel. Ce n'est pas juste un livre sur le cancer. Si vous pensez ça, vous passez à côté de l'essentiel. C'est une enquête philosophique brutale menée par un homme qui se retrouve à la fois médecin et patient, scientifique et condamné. La question qu'il se pose, et qu'on va se poser ensemble, c'est « Qu'est-ce qui rend la vie digne d'être vécue quand on sait qu'elle va s'arrêter bientôt ?» On vit tous avec cette illusion confortable qu'on a le temps. On se dit « Je ferai ça plus tard, quand j'aurai de l'argent, quand je serai à la retraite. » Mais que faites-vous quand le « plus tard » disparaît de votre vocabulaire? Paul Kalanithi nous force à regarder cette réalité en face, non pas pour nous déprimer, mais pour nous réveiller. Préparez-vous, car ce qu'il a découvert au seuil de la mort pourrait bien changer la façon dont vous vivez votre prochaine heure. Le premier concept qui frappe quand on plonge dans l'histoire de Paul, c'est l'effondrement total de la notion de temps. C'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir tant qu'on est en bonne santé. Paul explique qu'avant le diagnostic, sa vie était une échelle. Chaque échelon était une étape vers un futur meilleur. Lycée, fac de médecine, internat, résidanat, tout était orienté vers l'avenir. Il vivait au futur. Il supportait des heures de travail inhumaines, la fatigue, le stress parce que la récompense était au bout du chemin. C'était un investissement. Mais le jour où il voit ce scanner, l'échelle disparaît. Il se retrouve dans un présent perpétuel sans horizon. Et c'est là que le piège se referme. Comment vivre quand on ne peut plus planifier? C'est fascinant parce que Paul décrit cette transition avec une lucidité chirurgicale. Il dit que la mort, d'habitude, c'est un événement ponctuel. Mais pour lui, c'est devenu un état. Il n'était pas mort, mais il ne vivait plus vraiment non plus. Il était coincé dans une sorte de salle d'attente. Et c'est là qu'il nous donne une leçon magistrale sur nos propres vies. On passe notre temps à construire des échelles. On se dit « je serai heureux quand j'aurai cette promotion » ou « quand j'aurai fini de payer la maison ». On diffère le sens de notre existence. Paul, lui, a été forcé de trouver du sens immédiatement. Il ne pouvait plus se permettre de faire des choses qui ne comptaient pas. Il raconte ce moment surréaliste où, juste après le diagnostic, il se demande s'il doit continuer à travailler. C'est absurde, non? Le gars va mourir, pourquoi retournerait-il opérer des cerveaux pendant 12 heures d'affilée? La plupart des gens partiraient faire le tour du monde ou s'assoiraient sur une plage. Mais Paul retourne au bloc. Pourquoi? Parce que c'était ça, son identité. C'était là qu'il trouvait du sens. Il réalise que la vie ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à trouver une souffrance qui a du sens. Il choisit de finir sa formation, même en étant sous chimio, même en vomissant entre 2 opérations, parce que c'est ce qui le connectait à l'humanité. Ça nous renvoie une question violente. Si votre avenir s'effaçait demain, est-ce que vous continueriez à faire ce que vous faites aujourd'hui? Si la réponse est non, c'est peut-être qu'il y a un problème avec votre échelle. Ce qui nous amène directement à une deuxième idée majeure du livre, et c'est sans doute la plus perturbante, le fossé immense entre la connaissance et l'expérience. Paul était un expert. Il savait tout du cancer du poumon. Il connaissait les statistiques, les protocoles, les médicaments. Il avait annoncé des mauvaises nouvelles à des centaines de patients. Il pensait comprendre la mort. Mais quand il est passé de l'autre côté du bureau, quand il a troqué sa blouse blanche contre la chemise d'hôpital ouverte dans le dos, il a réalisé qu'il ne savait rien. Rien du tout. Il y a une scène incroyable où il explique la différence entre regarder une IRM en tant que médecin et la regarder en tant que malade. En tant que médecin, l'IRM est un puzzle à résoudre. C'est un objet technique. On cherche la pathologie, on calcule les risques, on planifie l'intervention. C'est intellectuel. Mais quand c'est votre propre colonne vertébrale sur l'image, l'IRM n'est plus un puzzle. C'est une sentence. Les statistiques qu'il maîtrisait si bien deviennent soudainement inutiles. Savoir que la survie médiane est de 18 mois ne vous dit absolument rien sur votre mort. Est-ce que ce sera demain, dans 2 ans? Les chiffres noient l'individu et Paul s'est senti se noyer. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous.
Paul explique que la médecine moderne est obsédée par la survie biologique. On veut que le cœur continue de battre, que les poumons continuent de ventiler. On traite le corps comme une machine en panne qu'il faut réparer. Mais on oublie souvent l'essentiel, la qualité de la vie qui reste. En devenant patient, Paul a dû apprendre à naviguer dans ce système qu'il connaissait pourtant par cœur, mais qui semblait soudain incapable de répondre à ses vraies questions. Il ne demandait pas « quel est mon pourcentage de survie ?» et il demandait « est-ce que je pourrais encore tenir mon enfant dans mes bras ?» Et la science n'a pas de réponse à ça. Il parle de cette perte d'identité foudroyante. Imaginez, toute sa vie, il a été le docteur Kalanithi, celui qui sait, celui qui sauve, celui qui a le pouvoir. En un instant, il devient un dossier, un corps passif qu'on pique et qu'on scanne. Cette vulnérabilité est terrifiante. Il raconte comment il devait attendre des heures pour des résultats, lui qui avait l'habitude de les prescrire. Il nous montre que peu importe notre statut social, notre intelligence ou notre réussite, face à la maladie, on redevient tous des êtres fragiles et dépendants. Et c'est dans cette fragilité qu'il a dû réapprendre qui il était. Il a dû forger une nouvelle identité, non plus basée sur ce qu'il faisait opérer, mais sur ce qu'il était. C'est une leçon d'humilité radicale. On pense souvent que notre valeur vient de notre productivité, de notre rôle dans la société. Paul nous montre que tout ça est un décor en carton-pâte qui peut s'effondrer à la première tempête. Ce qui reste quand le décor tombe, c'est la relation avec les autres, c'est l'amour, c'est la capacité à trouver de la beauté dans le chaos. Il y a ce passage où il cite Beckett « Je ne peux pas continuer, je vais continuer ». C'est devenu son mantra. Il ne s'agissait pas de nier la mort, ni de se battre contre elle comme dans un film d'action hollywoodien où le héros gagne à la fin. Non, il savait qu'il allait perdre. Il s'agissait d'apprendre à vivre avec la mort assise à côté de lui, sans qu'elle ne prenne toute la place. Et c'est là que le livre prend un tournant encore plus profond, parce que Paul ne fait pas ce chemin seul. Il nous parle de sa relation avec son oncologue, Emma. Au début, Paul, avec son arrogance de chirurgien, voulait des chiffres. Il voulait qu'elle lui dise « Il te reste 14 mois ». Il voulait contrôler la situation, mais Emma a refusé. Elle ne lui a jamais donné de pronostic précis. Au début, ça rendait Paul furieux. Il se disait qu'elle n'était pas compétente ou qu'elle n'osait pas lui dire la vérité, mais il a fini par comprendre que c'était un acte de sagesse immense. En ne lui donnant pas de date d'expiration, elle l'obligeait à vivre dans l'incertitude, certes, mais surtout à vivre dans le possible. Elle ne voulait pas qu'il organise sa vie autour de sa mort, elle voulait qu'il organise sa vie autour de ses valeurs. C'est une distinction cruciale. Si on vous dit « il vous reste 1 an », vous allez peut-être tout arrêter pour écrire un livre. Si on vous dit « il vous reste 10 ans », vous allez reprendre votre travail de médecin. Mais si on ne vous dit rien, vous devez décider ce qui compte vraiment, peu importe la durée. Emma lui posait des questions bizarres pour un médecin. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un enfant? Qu'est-ce qui te fait peur? Elle ne traitait pas des tumeurs, elle traitait une âme. Elle l'a aidé à comprendre que son rôle de médecin n'était pas seulement de repousser la mort, mais d'accompagner les gens jusqu'au bout, de rendre la transition supportable. En devenant patient, Paul est devenu un meilleur médecin, même s'il ne pouvait plus exercer comme avant. Il a compris que la technique ne suffit pas, il faut de l'humanité. Et cette humanité, il l'a trouvée en acceptant sa propre finitude. Et c'est là qu'on arrive au choix le plus courageux et peut-être le plus incompréhensible de ce livre. Imaginez la scène, vous savez que vous allez mourir, probablement dans 1 an ou 2. Votre corps s'affaiblit de jour en jour. C'est le moment où la logique voudrait qu'on se replie, qu'on économise ses forces, qu'on évite toute nouvelle responsabilité. Mais Paul et sa femme Lucy font l'exact opposé. Ils décident d'avoir un enfant. Sur le papier, c'est de la folie pure. Pourquoi mettre au monde une petite fille qui ne connaîtra jamais vraiment son père? Pourquoi ajouter la charge d'un nouveau-né à un couple déjà écrasé par le cancer? La réponse de Paul est bouleversante et elle détruit complètement notre conception moderne du bonheur. Aujourd'hui, on nous vend l'idée que le bonheur, c'est l'absence de douleur. On cherche le confort, la sécurité. Mais Paul et Lucy se posent une question différente. Ils ne se demandent pas « est-ce que ça sera facile ?» Ils se demandent « est-ce que ça aura du sens ?» Ils ont une conversation qui m'a glacé le sang par sa justesse. Lucy demande à Paul « si on a cet enfant, est-ce que ça ne rendra pas ta mort plus douloureuse? Est-ce que dire adieu ne sera pas insupportable ?» Et Paul répond sans hésiter « si, ce sera terriblement douloureux. » Mais ne serait-ce pas formidable si c'était le cas? Vous entendez ça? Il choisit délibérément la douleur. Il comprend que la douleur de la perte est le prix à payer pour l'intensité de l'amour.
S'il n'a pas d'enfant, partir sera plus facile, certes, mais sa vie sera moins riche. Il décide que la vie ne se mesure pas à l'évitement de la souffrance, mais à la profondeur de l'expérience. Leur fille, Katie, naît 8 mois avant la mort de Paul, 8 mois. C'est rien, une étincelle. Mais pour Paul, c'est une éternité. Il y a ces pages magnifiques où il décrit comment il tient ce petit être dans ses bras, lui qui ne peut presque plus se lever. Il sait qu'il ne la verra pas aller à l'école, il ne la verra pas se marier. Il ne sera qu'une photo sur un meuble. Et pourtant, il ne ressent pas de frustration, il ressent de la plénitude. Il écrit un message pour elle, pour plus tard, quand elle sera grande et qu'elle cherchera à savoir qui était son père. Il lui dit, quand tu arriveras à l'un de ces moments où tu te demanderas ce que tu as fait de ta vie. Souviens-toi que tu as rempli les derniers jours d'un homme mourant, d'une joie rassasiée, une joie inconnue de moi durant toutes mes années antérieures, une joie qui ne demande pas plus mais plus encore. C'est ça, la leçon ultime de ce livre. On court après le « toujours plus de temps, plus d'argent, plus de succès ». Paul a trouvé le assez. Il a trouvé la satisfaction totale dans un moment imparfait et éphémère. Il nous apprend que le temps n'est pas linéaire. Une minute peut contenir une vie entière si on est pleinement présent. Il a transformé ces derniers mois, qui auraient dû être une tragédie, en une apothéose. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et la fin du livre nous réserve une dernière surprise, une leçon involontaire mais puissante. Paul écrivait ce livre avec une urgence frénétique. Il tapait sur son clavier avec des gants argentés parce que ses doigts étaient trop douloureux à cause de la chimio. Il voulait finir son œuvre, laisser sa trace. Sauf qu'il ne l'a pas fini, le livre s'arrête brusquement. Il n'y a pas de grand discours final, pas de conclusion parfaitement ciselée. La maladie l'a rattrapé plus vite que prévu. Sa santé a décliné brutalement et il est mort avant d'avoir pu écrire le dernier chapitre. C'est sa femme, Lucy, qui a dû prendre la plume pour écrire l'épilogue et raconter ses derniers instants. Au début, en lisant ça, on peut se sentir frustré. On se dit mince, il n'a pas pu terminer sa mission. Mais en réalité, c'est la conclusion la plus parfaite possible. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle que la vie est toujours inachevée. On ne finit jamais tout ce qu'on a à faire, on laisse toujours des phrases en suspense, des projets en cours, des conversations non terminées. Et ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir mis le point final, c'est d'avoir écrit des phrases qui avaient du sens tant qu'on tenait le stylo. Paul Kalanithi est mort à 37 ans. Il n'est pas devenu le vieux chirurgien sage qu'il rêvait d'être, il n'a pas vu sa fille grandir. Selon les critères de notre société, c'est une vie interrompue, une tragédie. Mais après avoir lu ce livre, il est impossible de voir les choses comme ça. Sa vie n'était pas incomplète, elle était dense, elle était vraie. Il a transformé sa mort en un acte de création. Le titre du livre, « Quand le souffle rejoint le ciel », prend tout son sens. Son souffle physique s'est éteint, mais il est devenu air, il est devenu mot, il est devenu esprit. Et aujourd'hui, à cet instant précis, son souffle passe à travers moi pour arriver jusqu'à vous. Il a réussi son pari, il continue de soigner les gens, non plus avec un bistouri, mais avec ses mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On ne va pas tous mourir demain, heureusement. Mais on peut tous arrêter de vivre comme si on était immortels. On peut arrêter de construire des échelles vers un futur hypothétique et commencer à habiter notre présent. On peut choisir de faire des choses qui ont du sens maintenant, même si c'est difficile, même si ça fait peur. On peut regarder nos proches ce soir et se dire « c'est suffisant, ce moment est suffisant ». Si cette histoire vous a touché, je ne peux que vous recommander de lire le livre entier. Ma vidéo ne gratte que la surface, l'écriture de Paul est d'une beauté qui ne se résume pas, elle se vit. Le lien est juste en dessous. D'ici là, prenez soin de votre temps, c'est la seule chose qui vous appartient vraiment.